Notre invité du jour est Raquel Garrido, députée LFI NUPES de Seine-Saint-Denis. Bonjour Madame Garrido, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors après l'échec de la 17e motion de censure discutée ce lundi après-midi, peut-on officiellement dire que la réforme des retraites est derrière nous? La réforme des retraites ne sera fondamentalement jamais acceptée par les Français parce que on sait tous que 93% des salariés sont contre et que ça n'est que par l'utilisation d'articles de la Constitution qu'on peut qualifier d'abusifs que la loi est entrée en vigueur. Par conséquent, ce qu'une loi fait, une loi peut le défaire. Ce qu'un gouvernement fait, un gouvernement peut le défaire. Et du coup, la chose n'est pas finie, le sujet n'est pas clos. Et même, je dirais que le conflit des retraites a désormais pris une nouvelle dimension, au-delà de la dimension sociale, qui est la question de savoir ce qui advient de notre travail, hein, des richesses que nous produisons en travaillant. Il y a une dimension désormais qui est la dimension démocratique. Et la dimension démocratique, elle saisit tous les Français, même à l'échelle de masse. Moi, je le vois, par exemple, chez moi, dans ma circonscription à Bobigny, les gens me parlent du 49.3. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. C'est une locution familière. Par exemple, je disais l'autre matin, un homme me disait qu'on parlait de nos enfants, du prénom de nos enfants, et il me dit, oui, moi, c'est ma femme qui m'a imposé le nom des enfants. Elle m'a fait un 49.3. Bon, voilà, vous avez votre ami qui vous amène au cinéma, qui choisit pour toute la bande, c'est un 49.3. C'est vraiment rentré maintenant dans le langage familier, et ce qui implique que notre règle suprême ne jouit pas du consentement dont elle devrait jouir, ce qui génère une instabilité et qui nous oblige à commencer maintenant à faire le travail pour changer la Constitution. Et c'est ce à quoi je m'attache avec un groupe ici à l'Assemblée nationale, un groupe de travail de la NUPES, de l'intergroupe parlementaire pour la 6e République. Et nous procédons à des auditions qui sont d'ailleurs disponibles en ligne. Et nous sommes déjà au travail, en fait, pour édifier cette nouvelle constitution de la 6e République qui doit être plus démocratique, qui doit empêcher le président vraiment d'abuser du pouvoir et qui doit donner à la société tout entière la possibilité d'avoir une incidence sur les décisions publiques. Ce qu'une loi a fait, une autre loi peut la défaire, comme vous Bien venez de sûr. l'évoquer. Donc j'imagine qu'en 2027, si vous arrivez au pouvoir éventuellement, comme Marine Le Pen, envisagez-vous de revenir sur les 62 ans? Alors, d'abord, pourquoi attendre 2027? Vous savez, le gouvernement peut chuter bien avant, puisque le résultat des élections législatives de juin 2022 n'ont pas donné la majorité à l'Élysée ici. Ici, à l'Assemblée nationale, l'Élysée est minoritaire. Ils s'appellent eux-mêmes la majorité relative, mais les lois ne sont pas adoptées à la majorité relative, les lois sont adoptées à la majorité absolue. Donc, il arrive que nous votions contrairement au désir de l'Élysée. Par exemple, on a voté dans la discussion budgétaire à l'automne 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. Voilà, aujourd'hui, on voit, avec les grandes chaleurs que nous vivons, la sécheresse, à quel point ça aurait dû être très très important d'avoir des mesures comme celle-ci qui vraiment ont une conséquence contre le réchauffement climatique. Donc c'est possible en fait d'adopter des lois ici avec une majorité certes hétéroclite, hein, puisque c'est une addition de différentes minorités, mais à la fin, arithmétiquement, ça fait une majorité absolue. Et par pointillé, ça dessine aussi une politique. Et par conséquent, ce gouvernement peut tomber à un moment donné. On est déjà arrivé à 9 voix d'une motion de censure, ça peut tomber. Et si le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est un pouvoir certes abusif, mais qui existe, eh bien nous retournerons devant les électeurs et j'espère peut-être pour imposer une cohabitation. Revenons un peu sur cette séquence des retraites. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir voté l'article 7 qui acte le passage de 62 à 64 ans? Est-ce que vous dites on n'aurait peut-être pas dû déposer autant d'amendements? À vrai dire, vous savez, c'est pas tellement la quantité d'amendements qui nous a empêchés de voter cette loi, puisque l'utilisation d'un outil, d'un véhicule législatif qui était un texte budgétaire, le projet de loi rectificative de la sécurité sociale. Donc ce type de loi budgétaire permet l'utilisation du 49.3. Et donc on a vu, en réalité, par la fin de l'épisode,
que c'était l'idée de l'exécutif dès le départ qui était de ne pas nous laisser voter. Et d'ailleurs, depuis, il ne nous laisse pas voter, puisque le 16 mars, lorsque nous étions tous réunis ici en attente du vote, qui était un vote à l'issue incertaine, mais parce que c'était incertain, l'Élysée a décidé de nous empêcher de voter par le 49.3. Et on a vu exactement la même chose la semaine dernière avec la niche Lyotte qui, encore une fois, nous a empêchés de voter. Donc, c'est nous, nous évidemment on s'est battus, etc. On a beaucoup parlé de nos amendements pour faire peut-être bonne figure et montrer qu'on était une opposition résolue. Et c'est vrai, nous le sommes. Mais fondamentalement, ce qui nous a empêchés de voter, ce sont ces verrous institutionnels, ce sont même ces triches qui ont été mises à l'œuvre par l'exécutif de la part de l'Élysée qui ne s'accepte pas comme minoritaire, qui n'accepte pas la règle du jeu, ce qui est profondément inacceptable du point de vue des standards démocratiques. Jeudi dernier, Sandrine Rousseau avait eu des propos très durs envers la présidente de l'Assemblée nationale en affirmant que Macron n'a pas le droit d'entrer à l'Assemblée nationale au nom de la séparation des pouvoirs. Il n'en a plus besoin, il s'est assuré la servilité d'un perchoir. Pour vous, là, Yael Braun-Pivet n'assure plus correctement sa mission de garante de l'indépendance de l'institution. Est-ce que vous appelez à sa démission, par exemple ? Je suis personnellement assez déçue du comportement de notre présidente Braun-Pivet parce que au début de son mandat, elle était vraiment assez claire dans l'idée qu'elle défendait l'institution en tant que telle. Et d'ailleurs, elle avait accepté la recevabilité de la loi Lyotte. Et que s'est-il passé ? Quelle forme d'intimidation, quelle forme de menace a pu s'exercer sur elle pour qu'il y ait ce dédit, ce revirement spectaculaire de sa part, où elle a fini par dire que la proposition de loi, donc abrogeant la mesure d'âge de 64 ans, était finalement irrecevable. Là, vraiment, pour moi, ça reste quelque chose d'une sorte de coup de force. Aucun républicain ne peut accepter cela. Est-ce que c'est une question personnelle ? Est-ce qu'un autre président macroniste aurait cédé aussi facilement ou pas du tout ? On ne le saura pas pour le moment. Mais j'ai tendance à dire que même si évidemment on peut nous-mêmes, les députés, en vouloir à notre présidente de ne pas avoir défendu l'institution, ne nous trompons pas. Hein. L'auteur de l'agression, il est au palais de l'Élysée. D'accord ? Il n'est pas ici. Ici, nous, l'Assemblée nationale est une sorte de zone à défendre maintenant. C'est-à-dire, nous avons un pouvoir, une légitimité, une représentativité aussi que n'a aucune autre institution dans le pays. Et l'Élysée ne l'accepte pas. Donc la grande rivalité de légitimité politique, elle se situe entre l'Élysée, le palais de l'Élysée et le palais Bourbon. Et de ce point de vue, il ne faudrait pas se tromper en focalisant toutes nos cibles, toutes nos flèches exclusivement sur la personne de la présidente de l'Assemblée nationale. Un autre sujet au cœur des débats après cette séquence en retraite, c'est celui de l'immigration. Olivier Dussopt, ministre du Travail, dans les colonnes du JDD, affirmait que la gauche nous avait envoyé sur l'immigration, nous a envoyé nous faire voir. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est normal. L'exécutif a voulu, depuis plusieurs semaines, changer la conversation dans le pays. Le pays, depuis le mois de décembre, parle de justice sociale, parle des retraites, parle de démocratie. Et que fait l'exécutif pour essayer de changer la conversation ? Parler d'immigration, c'est un grand classique. C'est la diversion pour vous. Évidemment. Il y a aucun de nos problèmes sociaux, environnementaux, démocratiques aujourd'hui ne trouve leur origine dans la quantité d'immigrés ou la quantité de demandeurs d'asile. D'ailleurs, je suis assez choquée de voir à quel point le meurtre d'Annecy a été utilisé pour reparler immigration ou asile. Vous savez, moi, je suis moi-même immigrée. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. C'était très difficile. Je n'arrivais pas à être naturalisée par la voie normale. Il manquait toujours un document, le certificat de scolarité du 2e trimestre de la 3e, le relevé de compte du mois de mai 1990, etc. Je pense que vos auditeurs qui ont connu ce chemin savent de quoi je parle. Je suis finalement devenue française à 25 ans par mariage. Et évidemment, aujourd'hui, je suis députée à 48 ans. Je me sens patriote, je me sens républicaine, je me sens une représentante légitime au même titre que tous les autres députés. Et quand je vois le meurtre d'Annecy et que je vois la classe politique qui, du coup, m'associe par capillarité à ce meurtrier parce qu'il n'est pas né en France,
j'y trouve quelque chose d'extrêmement violent. Moi, quand je vois un meurtre, je me dis pas, ah bah tiens, il est français, il est né, je sais pas, il est né quelque part en France, donc en fait tous les gens de ce village, par capillarité, posent problème. Pourquoi on raisonne comme ça en fait ? C'est une façon de nous dire à nous les immigrés, vous n'êtes pas tout à fait des vrais Français, vous êtes un danger. En ce qui concerne en plus les demandeurs d'asile, cet individu, d'après ce qu'on en sait, il avait utilisé les voies normales pour avoir l'asile en Suède. Finalement, aucune réforme n'aurait empêché sa circulation. Et ce n'est pas parce qu'il est demandeur d'asile qu'il a tué ou tenté de tuer ces enfants-là. Et donc dire ça, c'est non seulement attaquer l'unité nationale des Français, mais aussi relativiser la gravité du crime. Parce que si un criminel n'est pas pleinement auteur de ce qu'il fait, mais que finalement c'est sa condition d'étranger qui vient rétro-éclairer ses actes, ben finalement on relativise la gravité et la responsabilité individuelle du criminel. Voilà, donc il faut faire très attention à ces sujets-là. C'est un grand classique, hein. C'est pas les macronistes ou la droite qui l'a inventé. Même je me souviens très bien Manuel Valls, quand il était ministre, quand il y avait des grands problèmes sur la loi travail, il disait est-ce qu'il ne faudrait pas interdire le voile à l'université ? Enfin, à chaque fois qu'ils sont dans la difficulté, ils sortent l'islam, ils sortent l'immigration pour essayer de changer la conversation. Bon, on n'est pas obligé de leur faciliter la tâche. Mais c'est quoi la conception de l'immigration pour la gauche française ? La France est depuis 230 ans une nation civique. C'est-à-dire que ça se distingue d'une nation civique d'une nation ethnique. Ce qui définit la France depuis la Révolution française, c'est l'idée de liberté, égalité, fraternité. C'est donc extrêmement facile d'être français. Le patriotisme français est un patriotisme très singulier vu qu'il est républicain. Il est universel. C'est un atout, c'est quelque chose de très puissant. Alors, encore faut-il que derrière, la liberté, l'égalité, la fraternité soient une réalité, parce qu'on a aussi pas mal tendance à l'écrire sur toutes les écoles et les mairies, puis après, derrière, s'apercevoir qu'il y a du séparatisme scolaire, que c'est difficile d'accéder à des emplois publics ou privés en fonction des différents parcours sociaux, etc. Mais fondamentalement, ce qui compte, c'est où on va, c'est pas d'où on vient. D'où on vient, c'est important aussi, mais c'est important plus, je dirais, au sens personnel, familial. Moi, par exemple, je parle espagnol à mes enfants. Je transmets la culture chilienne, celle qui m'a vu naître, celle des grands-parents de mes enfants, etc. Je suis attachée à ça et je suis contente que mes enfants soient bilingues. Je trouve ça formidable, le bilinguisme et tout ça. Mais je ne suis pas du tout pour qu'on ait un régime juridique qui distingue mes enfants des autres parce que leur mère est née au Chili. Je suis pour qu'un Français, ce soit un Français, voilà, qu'il y ait l'égalité. C'est ça la conception de l'immigration, c'est en fait une conception où, à un moment donné, être immigré n'a plus d'importance dans la règle de droit qui s'applique à chacun d'entre nous. Certains dénoncent dans la classe politique, notamment à droite, un manque d'assimilation. Est-ce que ce n'est pas un sujet tabou pour la gauche qui est accusée de communautarisme aussi ? L'assimilation à la règle commune, elle pose problème dans pas mal de secteurs. D'abord, je dirais, dans l'oligarchie. Les ultra-riches sont entre eux, mettent leurs enfants dans leurs écoles. Voilà, eux, ils sont séparés du reste. Ils ne se préoccupent pas du sort du reste de la communauté nationale. Il y a aussi, c'est vrai, probablement, certains élus politiques à l'échelon local qui flattent des réseaux communautaires. Et moi, je me l'explique parce que comme il y a de moins en moins de gens qui votent, en fait, l'abstention grandit. Parce qu'il y a un dégoût de la politique, les gens ont été trahis. Mais dans une commune, quand il y a très peu de gens qui votent, alors un chef communautaire, s'il va changer 10, 20, 30 voix, soudainement, il va prendre une grande importance aux yeux du maire ou du candidat. C'est ça qui favorise une forme de corruption, de clientélisme. Le mot exact, c'est clientélisme. Vous allez avoir des maires qui, du coup, vont s'asseoir sur la laïcité, vont passer leur temps à visiter les lieux de culte les uns après les autres. Ils vont aller faire toutes les cérémonies religieuses pour essayer de gratter l'influence de tel ou tel chef religieux. Et ça, du coup, ça sape la légitimité même du principe, par exemple, de la laïcité, parce que les jeunes ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, vous nous dites la laïcité, puis en fait, je regarde monsieur le maire, il passe sa vie dans les lieux de culte ou à aller faire les salam alek avec je ne sais quelle organisation. Bon. Évidemment, tout ça est un problème. Et je ne suis pas naïve par rapport à ça. Je pense que la gauche doit justement
en incarnant et en rendant effective la réalité de la République, créer un dessein commun, une envie commune de faire peuple, de faire nation, qui soit plus forte que toutes ces choses-là, qui ne doivent pas disparaître. Les réalités communautaires ne doivent pas disparaître, mais doivent être ramenées à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des faits culturels et pas des faits politiques. Très bien. La prochaine échéance électorale, ce sont les européennes en 2024. Vous espérez toujours une liste commune de NUPES après le nombreux refus de vos amis écologistes? Moi, je suis de ce point de vue des européennes une simple électrice et je préférerais qu'il n'y ait qu'un seul bulletin. Et il me semble que ça correspond à l'aspiration des électeurs de la NUPES. Ce qu'on a réalisé à l'élection législative, c'était formidable. Donc, pourquoi pas continuer? Alors on me sort des prétextes, bon j'entends. Et puis oui, de toute façon, projet commun. C'est pas la même vision de l'Union européenne. Bon. Mais même ça, moi j'entends par exemple Manon Aubry qui est la chef de la délégation insoumise au Parlement européen. Elle dit que dans notre programme aux législatives, on a été tombé d'accord sur plein de points, même sur la question européenne, que ces choses-là ne sont pas insurmontables. En toute hypothèse, je considère que aller séparément aux européennes, ça va nous être facturé par l'électorat, c'est-à-dire que personne n'y gagnera. Tout le monde va faire des scores un peu misérables. D'autres sondages disent le contraire. Hein. De quoi? De listes séparées. Certains disent que lorsque la NUPES part de manière éclatée, augmente les chances d'avoir plus de députés dans chaque parti que... Alors, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il y aura un coup. Je pense que l'électorat, ça va démobiliser tous les électorats. Je pense que maintenant, il y a un électorat NUPES. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de choisir en fait. Ils nous aiment bien quand on est ensemble. Alors il y en a qui nous aiment pas du tout ensemble. Il y a dans chaque électorat, il y a une portion, certes, qui existe, à mon avis, elle est marginale, mais de gens qui nous préfèrent séparer. Mais objectivement, si on veut gagner 2027, et c'est mon cas, moi je suis focalisée sur la victoire. Il faudra qu'on y aille ensemble. Hein. Il faudra qu'on y aille ensemble. C'est un peu le match d'entraînement, là, les Européennes. Peut-être que ça va être le contre-exemple. Peut-être que ça va être l'idée de dire, si on n'y arrive pas, à la fin, les résultats vont être tellement nuls que du coup, on dira, voilà, on vous l'a dit, il fallait bien y aller ensemble. Donc, ça va obliger à remettre le travail sur le métier, sur ce chemin vers 2027 qui doit montrer un visage choral. C'est ça la force de la NUPES, c'est son caractère choral, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique d'un individu sauveur qui veut être monarque à la place du monarque. On a un projet démocratique, celui de d'ailleurs passer à la 6e République, et puis on peut dire, voilà, voilà le gouvernement, voilà le Premier ministre, voilà le projet au Parlement, voilà nos candidats à l'Assemblée nationale, tout ça à faire un grand paquet et s'appuyer sur le désir en France de changer. Il y a un ancien Premier ministre qui vient de lancer son mouvement, Bernard Cazeneuve, la Convention samedi à Créteil. Il veut bâtir une gauche sans décibels. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Vous lui dites même pas peur ou Je trouve que l'irritation de certaines élites face aux décibels présumés du peuple, c'est quelque chose d'assez marqué sociologiquement. Moi, ça me résonne comme une sorte de mépris de classe, mais c'est quoi tous ces gens bruyants, etc. C'est peut-être un mois de casserolade dans le pays qui ont finalement provoqué de l'urticaire auditive à certains. Non, moi je pense que les décibels c'est important, ça ne suffit pas bien entendu, mais transformer la société ça requiert d'avoir un peu d'indignation par rapport à l'ordre établi. Pour ce qui est de Bernard Cazeneuve comme François Hollande sont très marqués à une certaine histoire de la gauche qui a franchement failli tuer le mot gauche et la gauche dans son ensemble, tellement ça a été décrédibilisé aux yeux de la population générale. Je trouve que l'effort qu'on a réalisé avec Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise et maintenant la NUPES pour remettre de l'espoir dans ces secteurs politiques, c'était pas facile compte tenu du désastre dont on a hérité. Bon, alors ils ont le droit de postuler, etc. Il n'y a aucun souci. Mais personnellement, je ne constate pas autour de moi une nostalgie de la période Hollande. Parlons d'une affaire qui fait l'actualité, celle de Marlène Schiappa qui a été auditionnée par la commission pas une commission d'enquête au Sénat ce mercredi matin concernant l'affaire du fonds Marianne. Est-ce que vous appelez à sa démission? Je pense qu'il serait de sa part
assez effectivement digne de démissionner afin de laisser les enquêtes se dérouler pour aller au fond de cette affaire-là. En tout cas, ce que je constate, c'est que les outils qui existent pour aller au fond de cette affaire sont activés. C'est-à-dire à la fois la commission d'enquête sénatoriale et l'enquête de justice sont en cours, alors même qu'il s'agit d'une ministre en exercice. Donc j'ai plutôt tendance à me dire, ça va, les choses, parce que j'ai connu des périodes où l'idée même d'avoir une instruction sur un ministre ou un membre proche, par exemple à l'Élysée, vous savez, il y a quand même, ça commence à faire beaucoup, les ministres ou les membres du cabinet de l'Élysée qui sont concernés par des poursuites judiciaires, des enquêtes, et c'est en général des délits de type oligarchique sur des questions de conflit d'intérêts, etc. Là, ça va vite sur Marlène Schiappa, donc maintenant, attendons de voir aussi. Une dernière question. Pour 2027, on entend émerger plusieurs noms. Clémentine Autain, François Ruffin. Est-ce que vous n'envisagez pas vous aussi de vous glisser dans cette petite bataille de succession où vous aimeriez bien rester à votre fonction? Vous êtes flatteur. Vous êtes flatteur. On me le dit souvent, mais objectivement, je ne pense pas que la France soit prête pour une candidature femme et immigrée. Vraiment, je ne le pense pas. Moi, ce que je veux, c'est aider à la pérennisation et l'ancrage de nos idées. Je vois d'un très bon œil que nous ayons des options. Et donc, je suis totalement derrière ces femmes et hommes qui cherchent à se construire une épaisseur présidentielle. Moi, je dis à François Ruffin, vas-y, continue, très bien. Je dis à Clémentine, vas-y, très bien. Je suis team Clémentine, je suis team François. Voilà. On a fait un choix après. Et d'autres, je pense à Alexis Corbière, je pense que pourrait être un très bon candidat pour les Insoumis. Et puis, il y en a chez les autres, il y en a chez les socialistes, il y en a chez les écolos. Et tout ça, en fait, ça doit dessiner la team 2027. Ça, c'est fort. Et il faut rompre avec cette idée providentielle un peu toxique du roi monarque présidentiel. Donc, je vis comme quelque chose de positif le fait qu'il y a une génération nouvelle qui se construit avec l'ambition de gouverner et pas un jour gouverner là en 2027. Et donc, je les remercie du travail qu'ils font pour se construire cette épaisseur et ils peuvent compter sur moi. Merci Raquel Garrido, merci à vos auditeurs, auditrices. Portez-vous bien et à très bientôt.